cette première scène nous rappelle que cette peste de Marseille de 1720 a marqué très profondément les mémoires collectives. 1720, c'est la dernière fois qu'en France apparaît cette maladie de façon, j'allais tendance à dire, vraiment dramatique et prégnante. Marseille, à la fin du XVIIe siècle, donc une ville très importante avec son terroir, c'est-à-dire tout ce qui est juste hors des remparts. C'est quand même entre 90 000 et 100 000 habitants, c'est pas rien hein, si vous vous rendez compte. Et là vous avez le côté des galères. Alors c'est important parce que justement depuis Colbert, c'est-à-dire donc le règne de Louis XIV, Marseille est devenue une porte fondamentale du royaume, en particulier ce qu'on appelle la porte du Levant, c'est-à-dire tout ce qui va concerner le reste de la Méditerranée. Et donc c'est à la fois un port de commerce, bien sûr, et les galères vous rappellent le port militaire. Le 25 mai 1720, c'est là où va tout commencer. Et sur cette aquarelle, bien sûr, contemporaine du XXe siècle, nous voyons un bateau qui s'appelle le Grand Saint-Antoine qui entre dans la rade de Marseille. Et c'est là, bien sûr, que tout va se compliquer. Car le problème est le suivant, c'est qu'on sait très bien que la peste se trouve tout autour du bassin méditerranéen, et il faut montrer ce que je pourrais appeler patte blanche, c'est-à-dire une patente nette, c'est-à-dire un document qui prouve que où vous étiez, tout était clean, pas de problème, et que vous n'avez aucun danger à bord. Le problème, c'est que malheureusement, il y avait 8 marins qui étaient décédés sur ce bateau. Il arrive donc à notre bureau de santé, il est arrivé à attraper sa petite patente d'autorisation d'entrée dans un port italien qui s'appelle Livorno, et le voilà donc arrivé dans cet endroit. Il n'y a aucun soupçon de peste, ni autre maladie contagieuse, pour aller à Marseille. Voilà donc un exemple de texte qui justement nous montrait cette autorisation avec laquelle vous aviez le droit d'entrer dans la rade. C'est à l'île de Pomègue qu'il a le droit de débarquer. Et non seulement il a le droit de débarquer, mais il a le droit de débarquer sa marchandise jusque au port de Marseille. Donc je vous rappelle que nous avons le lazaret qui est ici, et c'est justement là où vous avez marqué 20 juin, dans ce quartier-là du Vieux-Marseille, que les premiers cas vont se déclarer. En août, ce sera le deuxième Marseille dont je parlerai d'ailleurs, le Marseille plus moderne, qui va donc ici déclencher cette effroyable épidémie. Vous remarquerez donc la courbe absolument effroyable de 1000 morts par jour qui va donc s'abattre sur Marseille. Cassis, ça a été d'ailleurs la première ville où l'épidémie s'est déclenchée. Vous remarquerez que Toulon le 20 août et Aix-en-Provence, dès le 1er août, est atteint. Donc à partir de ce moment-là, ce qui nous intéresse, nous, bien sûr, puisqu'on va parler de barrage, donc vous connaissez tous, vous avez tous pris la route, et la route à l'époque était la même, donc c'est la vallée de l'Uvonne, donc Aubagne, Oriol, Saint-Zacharie et Nance-les-Pins. Et c'est là où ça va commencer à arriver, à commencer à galoper. Donc Aubagne est attaqué, la peste commence à frapper Aubagne. Ensuite Oriol, Saint-Zacharie dans le Var, à l'époque on n'était pas dans le département, on était en Provence. Et ensuite Nance-les-Pins. Le Parlement de Marseille interdit toute communication avec Marseille, mais la contagion progresse dans la vallée de l'Uvonne, décimant Oriol, Saint-Zacharie et bientôt Nance-les-Pins. Les consuls de Nance-les-Pins qui écrivent à la viguerie de Saint-Maximin. Monsieur, je crois que vous n'ignorez pas que nous avons eu la peste dans ce lieu depuis 2 mois et demi, et que ce lieu est un des plus misérables de toute la province, où tous les habitants y sont très pauvres, n'ayant pas du pain à manger 3 mois de l'année à cause que la dîme est très forte et les charges de la communauté extraordinaires. Tous les malades que nous avons dans le lieu meurent presque, tous, faute de secours. Voilà. Donc vous voyez un peu, la peste a touché Nance-les-Pins. Il faut savoir qu'elle avait déjà commencé au mois d'octobre 1720. Mais bien sûr, on parlait comme ça avait été fait pour Marseille,
on ne parlait pas de peste, mais on parlait de fièvre maligne. C'est-à-dire que le superfuge de Marseille était repris par Nance les Pins. On ne voulait pas dire que le village était attaqué par la peste. Le chef de la viguerie, donc le consul de Saint-Maximin, l'équivalent du maire, écrit le 1er août 1720 à Nance-les-Pins. Donc je le dis dans le vocabulaire de l'époque. J'ai gardé exprès pour que vous voyez comment on parlait déjà au XVIIIe siècle. Messieurs, vous savez sans doute appris comme nous le bruit qui s'est répandu du soupçon de peste que l'on dit être à Marseille, et peut-être vous aurez eu aussi notice de l'arrêt du Parlement qui défend la communication avec la dite ville, ce qui nous a obligés de prendre les précautions convenables pour la sûreté de la santé publique de notre ville. Mais comme, nonobstant la garde exacte que nous faisons parmi nous, nous souhaitons de conserver la bonne intelligence et le commerce qu'il y a entre vos communautés et la nôtre. On voit bien qu'il y a une volonté de ne pas froisser, mais c'est faire le définitif, quoi. On va garder commerce, mais il va falloir que vous fassiez attention. Donc c'est par la forme. Il faut comprendre que Nance-les-Pins est un verrou important dans les voies de communication. Donc on comprend bien dans ce courrier l'importance des précautions à prendre pour éviter au mal de se propager dans la viguerie de Saint-Maximin, dans les villages d'Aubugier, Brasse, Olière, Mazoc, Pourrières, Esparon et Seillon. Seillon qui est vraiment intéressant pour nous puisque c'était près de Barrage. Il fallait à tout prix bloquer les personnes qui revenaient de Marseille. C'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Quand la peste avait éclairé Marseille, tous ceux qui avaient des propriétés, ils partaient. Donc il fallait les empêcher de partir. Ils avaient sur eux cette petite bête de 3 mm, la puce, qui va donner la peste et qui va faire mourir les gens. Donc il fallait bloquer les gens pour les empêcher de venir, sachant que ceux qui avaient les moyens, ils avaient leur bastide à Nance-les-Pins, à Barrage, et c'est comme ça qu'en fait la peste va s'étendre. Mais ne pas oublier cette viguerie de Saint-Maximin qui a été très très efficace, puisque eux non plus n'ont pas été touchés. S'il n'y avait pas eu cette efficacité-là, Barrage aurait été Barjol et tous les villages alentours, donc la viguerie de Barjol, ou le canton si vous préférez, aurait été touché, il y aurait eu des morts comme à Marseille. Savoir qu'au Lazaret, il y avait des petites barques qui venaient et, comme on dit dans le jargon, en loose day, donc en cachette, il y a des barques qui sont parties et qui ont remonté le Rhône pour récupérer des soies et pour aller les vendre. Parce qu'il y avait beaucoup d'argent qui était engagé. Et donc, très curieusement, vous allez voir que c'est pas si curieux que cela, donc d'abord il a eu l'autorisation, le bateau, de s'arrêter à l'île de Pomègue, et le revenant du bureau de santé, le capitaine Château, a le droit de faire débarquer la précieuse cargaison de 300 000. Et donc, posons-nous la question, pourquoi ces imprudences, pourquoi cet non-respect des dispositions sanitaires, que pourtant je vous ai exposées comme strictes? Il y a bien sûr plusieurs responsables. À commencer donc par le capitaine Château, son épouse, qui est la fille d'un des propriétaires de la fameuse cargaison de 300 000. Donc, ça veut dire que quand même, il aimerait bien que cette cargaison débarque pour récupérer ses sous, dont il a quand même un quart, je vous signale, d'intérêt là-dedans. Maintenant, il y a aussi quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre, c'est le premier échevin de la ville de Marseille. Autrement dit, ce qu'on appellerait aujourd'hui le maire. Bon, qui s'appelle Jean-Baptiste Estelle. À l'époque, c'est clair, les politiques de Marseille avaient intérêt à ce que cette cargaison débarque pour rentrer dans les frais. Et donc, il y a eu, fin juin, un certain nombre de petits trafics, plus ou moins clandestins, de petites étoffes qui sont passées par les mailles, si je puis dire, des grilles, en loussedé, tu as donné une excellente expression. Et donc, ces étoffes se sont en fait diffusées comme ça en douce dans le quartier. Et donc, c'est ce qui fait donc que, bien sûr, que nous dit un historien médecin, les stratégies thérapeutiques des premiers médecins modernes de la peste n'ont guère contribué à prolonger la vie de leurs patients, ni même les soulager, et encore moins les guérir. On a bien compris que les fameux miasmes, quand même, se diffusaient par l'air. Après, on ne sait pas. Mais en tout cas, il fallait faire attention. Donc, les médecins avaient donc un espèce de masque avec un bec de corbeau, de corbin, on disait à l'époque, isolé. C'est bien sûr le premier pas.
Donc, par exemple, le Parlement d'Aix, donc c'est très très vite préoccupé bien sûr de la question, et a fait donc un document interdisant donc aux Marseillais de sortir et aux habitants de la Provence de communiquer entre eux. Donc là, vous avez justement un extrait de ce document du 31 juillet 1720. Et donc là, justement, le pouvoir royal va prendre les pleins pouvoirs pour gérer la situation au-dessus des structures provençales. Ça, je sens que ça t'intéresse, ce que je dis. Et donc, en effet, les structures provençales d'autorité vont perdre la main dans cette gestion. Et en particulier, donc, vous retiendrez le nom de l'homme qui a été donc chargé de gérer tout ça, c'est le chevalier de Langeron, qui d'ailleurs, par ailleurs, était le chef des galères. Où ce sont donc des marchés où on va surveiller très étroitement l'arrivée des marchandises. Les Marseillais, certains Marseillais auront le droit de venir dans ces marchés pour essayer donc de récupérer de la nourriture pour alimenter les Marseillais qui étaient donc complètement confinés à l'intérieur des remparts. Deuxième mot qui va vous dire quelque chose, attestation. Sauf que, bien sûr, à l'époque, on n'appelle pas ça des attestations, on appelle ça des billets de santé. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, par exemple, le monsieur Alexandre Colomb, habitant ce lieu, âgé de 28 ans, d'une taille médiocre, chemin château, cheveux châtains, part de ce lieu où il n'y a aucun soupçon de mal contagieux pour aller à... On a donc créé ces fameux cordons sanitaires, surveillés donc par l'armée royale. Je vous signale quand même qu'un quart de l'armée royale de France s'est déplacé en Provence pour essayer de bloquer tout le monde. C'est énorme, un quart. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Carole disait que c'était l'armée française, l'armée du royaume, mais il faut savoir aussi qu'au niveau des contributions, la Barrage a fourni son contingent au niveau de ce cordon sanitaire, et on avait délégué des personnes, ça nous avait coûté du pognon, donc la commune avait payé, et on envoyait aussi des soldats, on en a envoyé 2. Et à quel endroit? C'était à Quinson. À l'époque, à Quinson, il n'y avait pas de pont, il y avait une barque avec un poste de garde. Et là, des barrageois avaient alimenté la ligne barrageois, des barjolais. J'ai vu pour Barjol, ils ont envoyé aussi Ponteves, la Verdière, et on a alimenté cette ligne. C'est-à-dire que ça doit être vraiment une ligne très 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 serrée. Donc tous les villages avaient envoyé leur petit contingent. Et même on parle de La Ciotat, une ligne du Verdon, et une qui allait jusqu'à La Ciotat, qu'on ne voit pas sur la carte.